Et bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, épisode numéro 86 et je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie d'Axel. Salut Axel. Salut, c'est grave, ça va? Bah écoute, ça va tranquille et toi? Bah ça va super. Et aujourd'hui, du coup, on va vous parler du fructose et de l'insuline. Donc j'ai invité Axel pour qu'il nous parle un petit peu de tout ça. Mais avant qu'on rentre directement dans le vif du sujet, je voudrais, s'il te plaît Axel, te présenter rapidement pour les personnes puissent un petit peu se voir quitter. Bah, bien sûr. Du coup, voilà, je m'appelle Axel Sedano. Je suis étudiant en nutrition, donc là je suis en deuxième année. J'ai passé ma deuxième année cette année. Et j'ai pas encore les résultats, mais ça serait tardé. Je suis aussi en bachelor diététique dans une école qui s'appelle le DNH. Et voilà, par la suite, je souhaite aussi me lancer dans la recherche si possible. Mm. Mais on verra ce que l'avenir nous réserve, bien sûr. Et voilà, je suis aussi vulgarisateur un peu sur Instagram. Et un peu sur YouTube aussi, où je fais des posts vulgarisés sur la nutrition et la science de manière générale. Voilà. Bah écoute, nickel, hein. Petite présentation, comme ça on peut quitter. Mais en tout cas, bravo si t'as passé ta deuxième année, hein. Il n'y a pas de raison que tu la loupes. Croise les doigts. Et Euh, oui, vas-y, tu voulais dire un truc? non, 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 Ok, non, ok. non, vas-y. Pas de souci, pas de souci. Du coup, la première question que je voulais te poser, c'était la simple question de pourquoi est-ce que tu voulais aujourd'hui nous parler du fructose et de l'insuline? Alors, l'insuline et le fructose, je trouve que c'est des problématiques assez intéressantes. Donc, c'est souvent des sujets très controversés. Donc, on va nous dire que l'insuline fait prendre du poids, que l'insuline, que les produits qui vont stimuler l'insuline, qui Mm. ont un indice glycémique élevé, vont être problématiques pour la prise de poids, qui vont donner le diabète, etc. Bon, d'un autre côté, on a aussi le fructose, qui est en fait entre guillemets, un sucre qui serait problématique pour des maladies type le foie gras, la NASH, etc. Et en fait, c'est souvent des trucs que j'ai même dans mes cours des fois, ou que je vois même quand je suis à l'hôpital, quand j'étais en stage thérapeutique, Ouais. qu'en fait, on disait aux personnes qui avaient des problèmes un peu de diabète, etc., de consommer genre des fois deux fruits par jour, ou pas plus, quoi. C'était assez aberrant. Mm. Et je me demandais en fait d'où venait ça. Enfin, je trouvais ça super intéressant parce que ben, ça vient toujours en fait d'un postulat vrai, ou en tout cas qui est théoriquement vrai. Disons Ouais. que l'insuline de base, ok, il y a des mécanismes qui font qu'elle pourrait potentiellement faire prendre du poids, en tout cas de la masse grasse. Le fructose, c'est pareil, il y a des mécanismes derrière, on a des études, donc pourquoi ça serait pas vrai? Enfin, je trouve ça super intéressant à ce niveau-là. Et c'est pour ça que j'ai choisi ces thèmes en tout cas. Ok, bah écoute, de toute façon, moi je pense que c'est intéressant déjà d'en parler à la fois pour un petit peu casser des mythes que beaucoup de personnes pourraient se dire. Et puis je trouve que c'est intéressant aussi parce que le fait de casser les mythes, ça permet aux gens un peu de changer leur habitude grâce à une autre vision, tu vois. Donc je pense que tout le monde pourra en gagner et pas que sportifs, etc. Donc c'est intéressant. Mm, Et exact. du coup, on va commencer un petit peu avec l'insuline. Est-ce Mhm. que tu pourrais déjà, parce que je pense que les personnes connaissent de nom, mais pas mal de personnes, à mon avis, connaissent juste de nom et peut-être en mode c'est le diable, etc. Mais au final, c'est quoi un peu l'insuline et à quoi ça sert exactement? Ok, donc moi souvent j'aime bien faire des analogies en fait pour expliquer les choses. Et l'insuline, en fait, on va dire, on prend sa définition clairement, c'est une hormone donc, qui est sécrétée par Hmm. le pancréas, qui permet en gros de rétablir la glycémie quand on consomme en période postprandiale. Donc c'est-à-dire qu'on va manger un repas, Ouais. on va prendre manger des pâtes carbo, disons, et qu'en fait, le glucose qui va être dans les pâtes va se dégrader, on va l'avoir dans le sang, et ça va augmenter la concentration en glucose du sang. Et du coup, on va avoir une augmentation de la glycémie, et pour rétablir cet équilibre, notre corps va sécréter de l'insuline par le pancréas. Et en fait, j'aime bien utiliser une analogie disant qu'en gros, l'insuline est une clé et que le pancréas est en une sorte de serrurier en fait qui produit plein de clés pour Hmm. pouvoir rétablir l'équilibre. Et genre en fait, l'insuline aussi, elle a un job, c'est d'amener le glucose aux cellules. Donc sans elle, forcément, notre cerveau, nos cellules, etc., de tout notre corps n'auraient pas forcément de glucose. C'est grâce à elle.
Donc, elle permet d'ouvrir la porte, en fait, aux cellules pour leur apporter le glucose. Et en fait, c'est ça son job, c'est de rétablir la glycémie et d'apporter, en gros, les substrats, le glucose aux cellules, tout simplement. Ok, ça marche. Mais c'est en soi, même avec cette explication-là, on comprend bien qu'il n'y a pas Mm. forcément de problème, tu vois. Mais après, on va en reparler. Mm. Euh, Exact. et justement, là maintenant, tu as un peu listé les fonctions et on voit un peu à quoi elle sert, etc. exactement. Mhm. Et est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer un petit peu de comment est-ce que on va dire on pourrait caractériser une insuline qui fonctionne bien en tant que telle? Ouais. Alors, disons qu'en fait, l'insuline, euh, la sensibilité, en fait, on va dire qu'une insuline qui fonctionne bien, disons que ça va être une sensibilité, on va avoir une certaine sensibilité propre à chacun. Ouais. Et en fait, ça va dépendre, en gros, de plusieurs facteurs. Donc, en gros, la sensibilité à l'insuline, c'est comment dire, une relation entre la quantité d'insuline notre pancréas va sécréter pour pouvoir stocker une certaine quantité de glucose. Mm. Donc en fait, si tu es sensible à l'insuline, donc ce qui est quelque chose de bien en fait, il te faudra une très faible quantité d'insuline pour pouvoir stocker une grosse, enfin une certaine quantité de glucose. Mais du moment en fait où ta sensibilité à l'insuline ne fonctionne pas très bien, donc quand on parle de résistance à l'insuline, Ouais. il te faudra une plus grosse quantité d'insuline pour pouvoir stocker une certaine quantité de glucose. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on parle de résistance à l'insuline, donc tout ce qui est le prédiabète, les syndromes métaboliques, etc. Tu vois. Mm. Ok, donc c'est Donc vraiment une histoire de sensibilité au final et mhm. de quantité sécrétée pour une quantité donnée de glucose. Voilà, c'est ça un peu théoriquement, ce serait ça, ouais. Il te faut une certaine quantité d'insuline, enfin, s'il te faut une grosse quantité d'insuline pour pouvoir déposer une certaine quantité de glucose, on va dire que tu commences à avoir une certaine résistance. Mais bon, après, voilà, ça, c'est vraiment la définition théorique, quoi. Mais voilà. Ok. Et justement, cette sensibilité à l'insuline, elle est souvent caractérisée par quoi? C'est-à-dire que quand on est, on en a une bonne de base, après elle se dégrade. Généralement, c'est quoi un peu le process? D'avoir une bonne sensibilité à l'insuline, Ouais, tu veux dire? ouais. Euh, j'ai pas trop compris excuse-moi la question. En C'est, gros, ce que je veux dire, c'est, tu vois, enfin, quand tu nais, etc., ah, et que tu ouais. viens naître, c'est un peu une bonne santé, généralement. Enfin, en temps Mhm. général. Oui, oui. Et justement, c'est quoi un peu au cours, ça peut être au cours de l'enfance ou quoi, les différents facteurs, enfin les principaux bien sûr, hein, pour toi, qui impactent vraiment aussi bien que mal la sensibilité à l'insuline? Ok, ouais. En fait, il y a plusieurs choses qui peuvent impacter la sensibilité à l'insuline. Donc déjà, comme tu dis, à la naissance, ça peut être dû déjà à des causes génétiques. Hmm. Donc, t'as plusieurs gènes qui codent pour la sensibilité à l'insuline. Et principalement, ça va être aussi, bon là, on parle vraiment d'à tout âge, hein. Oui. La sensibilité à l'insuline va être plutôt impactée par aussi le taux de masse grasse, en fait. En gros, plus tu as un taux de masse grasse élevé, ta sensibilité à l'insuline sera potentiellement altérée. En fait, tu as plusieurs hormones et adipokines, donc c'est des molécules qui vont, entre guillemets, réguler, enfin, c'est souvent des molécules qui sont sécrétées par le tissu adipeux, tu vois. Hmm. Et tu en as certaines qui sont problématiques pour la sensibilité à l'insuline, donc qui vont inhiber. Et en fait, plus tu as un taux de masse grasse élevé, plus ces adipokines vont être sécrétées, plus elles vont inhiber, entre guillemets, la sensibilité à l'insuline. Donc après, tu as aussi pas mal de problèmes au niveau de l'inflammation. Ouais. Souvent, quand tu as un taux de masse grasse élevé, tu as souvent potentiellement plus d'inflammation. Et ça aussi, ça peut, en tout cas, créer une certaine résistance. Donc, ça va être voilà, principalement au niveau du taux de masse grasse. On va parler aussi bah, de sédentarité. Tu vois, les personnes souvent qui sont sédentaires. Hmm. Après, moi, je parle aussi pour moi, en fait. Disons qu'en fait, quand tu es sédentaire, c'est souvent, tu fais pas forcément, t'as pas une activité qui est très élevée, Ouais. même si tu fais du sport et tout. Mais moi, par exemple, en tant qu'étudiant, des fois, quand tu passes vraiment 8 heures, 9 heures sur une chaise, mais même si tu fais du sport par semaine, tu vois, on peut aussi dire que tu es un peu sédentaire, tu vois, C'est mais ça. Ça, c'est c'est... une nuance, oui, que pas mal de gens n'ont pas assez, tu vois. Quand on mhm, parle de carrément. sédentarité, ils se disent non, mais je fais du sport 3 fois par semaine, tu vois. Sauf que toute la journée, Ouais. ils sont sur le enfin, ils sont voilà, sur une Oui, oui, chaise, c'est au ça. bureau et tout. Et oui, oui, ça, c'est important de le souligner, ouais. Mm, carrément. Mais du coup, voilà, en fait, là, il y a pas mal d'études intéressantes qui montrent que, bah,
En gros, même si par exemple moi je fais du sport, je suis un sportif confirmé, etc., m'arrêter pendant une semaine ou deux, enfin, mort quelques jours, on a déjà une réduction de la sensibilité à l'insuline. Genre, tu vois, des fois c'est assez flagrant. Genre, de quelques jours, tu arrêtes le sport, une semaine, imaginons, tu peux avoir déjà des adaptations au niveau de ta sensibilité à l'insuline. Donc, Ok. la sédentarité, c'est très important. Enfin, c'est très important. Il faut faire attention à pas être trop sédentaire, Ouais. faire du sport régulièrement, etc. Avoir un taux de masse grasse cohérent. Donc voilà, après, j'ai pas de taux précis, mais disons que bon, au-dessus de 20%, ça peut être problématique, disons, pour un homme en tout cas. Le taux de masse grasse va impacter ta sensibilité à l'insuline. Voilà, la sédentarité, donc voilà, faire du sport. Donc après, si tu as d'autres questions à ce niveau-là. Bah écoute, alors du coup là t'as expliqué que le sport avait quand même un bénéfice. Enfin après, aussi bien le sport que l'activité physique en tant que telle, ça dépend aussi de ce que les gens préfèrent, en quelque sorte, Mhm. même si c'est bien de faire les deux. Mais au niveau du sport, est-ce que, peut-être tu as des infos là-dessus ou pas, est-ce que tu sais s'il y a, on va dire, un certain type de sport, je pense notamment, enfin, généralement, ceux qu'on compare, les sports de force et d'endurance, est-ce que tu sais Mhm. si un des deux types de sport, on va dire, a plus de bénéfices sur la sensibilité à l'insuline qu'un autre ou c'est pareil? Alors en termes de supériorité, j'ai vu plus d'effets bénéfiques sur les sports en résistance, mais disons qu'en fait, c'est un peu kiff-kiff sur les deux. Ouais, Donc j'ai trouvé pas mal d'effets, enfin, comment dire, sur les sports en aérobie, par exemple, donc les sports d'endurance. ouais, On voit une diminution déjà de l'inflammation, etc. On voit une amélioration de la glycémie. Donc en fait, disons que c'est un peu kiff-kiff et je pense pas qu'il faut forcément prioriser un sport ou l'autre hmm, pour sa résistance à l'insuline, tu vois. Je pense que c'est plus l'activité physique en général. ouais, Et en fait, elle va avoir des effets intéressants de manière générale parce qu'il y aura des adaptations qui vont être faites, tu vois. Par exemple, déjà, le sport en lui-même va aider, comme on a dit précédemment, à réduire ta graisse corporelle. Donc, oui. enfin, la plupart du temps, il va y avoir une adaptation à ce niveau-là. Ouais, la Et comme tu as une composition, réduction de la graisse corporelle, voilà, comme la graisse corporelle est souvent liée à la sensibilité à l'insuline, si tu as une graisse corporelle qui est réduite grâce au sport, eh ben, potentiellement, tu vas avoir une amélioration à ce niveau-là, tu vois. oui, c'est ça. Il y a aussi pas mal comment dire, d'améliorations au niveau du bilan lipidique. Donc, à ce niveau-là aussi, avoir un excès de graisse corporelle, donc, comme on a dit, avec la l'adiposité, etc., ça va être problématique. On a aussi des améliorations en fait sur les transports des gluté4. Mhm. Donc là, si je peux rappeler un peu à tout le monde, c'est en fait des transporteurs qui permettent des transporteurs du glucose qui amènent en gros Glucose aux cellules, le ouais. glucose aux cellules, mais principalement en fait le gluté4 c'est pour les muscles. Hmm. Du coup, on va avoir une amélioration de la sensibilité à ces transporteurs-là. Donc on va avoir une meilleure utilisation du glucose par les muscles et en fait à tout ça, on va avoir une amélioration de la sensibilité à l'insuline. Donc dans l'ensemble, donc, la plupart des essais que j'ai regardés, Ouais. que ça soit aérobie ou résistance. Donc après, moi, le sport est pas forcément mon milieu de prédilection, mais disons que voilà, si il y a des comment dire donc Geek and Fit, Nouchka, etc. qui voient qui voient le podcast, elles pourront confirmer. Mais en soi, dans l'ensemble, la plupart des activités physiques, en tout cas, vont avoir une action bénéfique. Donc je sais pas s'il y a une supériorité entre les deux. Des fois, je voyais des essais qui montraient que la résistance à l'insuline, enfin était améliorée principalement dans les effets, dans les Les sports efforts en de résistance, résistance. ouais. Voilà. Mais je voyais exactement la même chose des fois dans d'autres essais Hmm. sur les sports en aérobie. Donc en fait, c'est un peu kiff-kiff, je trouve. Ouais, si c'est pas... Après, si c'est pas significatif, il faut aussi garder en tête que le plus important, c'est pas de choisir son sport en fonction de ça. Enfin, c'est un peu ridicule. Exact. L'idée, C'est c'est ça. de faire vraiment quelque chose qu'on aime et justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, de le faire régulièrement parce que si on n'est pas du tout régulier, au final, les bénéfices seront pas du tout les mêmes, tu vois. C'est ça. On peut voir en fait des adaptations ou même des diminutions de la sensibilité à l'insuline, genre t'arrêtes le sport pendant quelques jours et ça se réduit. Bon, après, ça revient vite, hein, mais disons qu'il y a déjà des adaptations si t'arrêtes le sport quelques semaines et tout. Ouais. Donc, faut se dire que c'est pas acquis en fait, la sensibilité à l'insuline. Hmm. C'est pas quelque chose qu'on. Voilà, des fois, on a des gènes qui sont déjà prédisposés, etc. Donc, bon, là, c'est un peu problématique si c'est négatif. Mais disons que dans l'ensemble, on peut pas forcément avoir une meilleure sensibilité à l'insuline si on fait rien, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un travail de tous les jours, entre guillemets, quoi. C'est ça, C'est... exactement. Hmm. Ouais. Ok. Voilà. Bah du coup, pour, ouais, pour l'insuline, de toute façon, ce qu'il faut un peu conclure, en fait, là,
c'est que l'insuline déjà n'est pas le diable. Tu as expliqué à quoi elle C'est servait ça, et comme quoi elle est vraiment importante. Enfin, genre, on en a besoin. Du coup, faut pas la voir négativement. Et c'est ça. puis, il faut vraiment comprendre que l'insuline, au final, c'est juste une histoire d'incorporer les bonnes habitudes dans sa vie, de faire quand même un minimum attention à sa santé. Et puis, sauf si on est malchanceux d'un point de vue génétique, il n'y a pas de gros soucis à. Enfin, il y a pas de problème en soi, tu vois. Donc, c'est Après, un. si je peux rebondir vite Ouais. fait sur le... Parce qu'en fait, de base, l'insuline, en tout cas les propos qu'on lui... Enfin, les controverses qu'on lui donne, c'est qu'en fait, souvent, l'insuline, elle va stimuler la lipogénèse de novo, en fait. Hmm, En fait, enfin, la lipogénèse. ouais. Parce qu'en fait, en période de postprandiale, enfin, l'insuline, en gros, va stimuler la création de triacides, enfin, de triglycérides, tu vois. Et en fait, donc les gens se disent, en gros, voilà, les IG élevés, donc les indices glycémiques élevés, vont en fait créer plus de graisse, parce que Ouais. l'insuline est... Enfin, en fait, théoriquement, ça se tient, en fait. Et disons qu'en fait, à équilibre calorique, on n'a aucune différence de prise de poids, en fait. Donc techniquement, en fait, l'insuline, en tout cas, les indices glycémiques élevés comparés à des indices glycémiques faibles, n'ont pas de différence sur la prise de poids, tu vois. Et c'est ça, souvent, que les gens font l'erreur. Ils disent, oui, je vais pas manger d'indice glycémique élevé parce que ça stimule trop l'insuline, parce que ça va produire trop de graisse. Enfin, Hmm. c'est des mécanismes qui se caractérisent pas dans des essais, quoi. Donc, c'est souvent là où les gens font l'erreur, je pense. Ouais, c'est. Enfin, ils oublient aussi la partie, tu vois, équilibre Mhm. calorique, enfin, la C'est rentrée, la ça. sortie. Enfin, Mhm. c'est souvent ça qui est oublié, malheureusement, tu vois. On prend pas tout l'ensemble de ce qui se passe. Donc, ouais, Exact. t'as raison de le rappeler. Et, Voilà, voilà. et maintenant qu'on a un petit peu fini, on va y revenir à la fin, mais avec l'insuline, est-ce que maintenant tu pourrais du coup nous parler du fructose? Et déjà, qu'est-ce que c'est? Enfin, tu l'as vite fait expliquer dans l'intro, mais qu'est-ce que c'est que le Mhm. fructose et où est-ce qu'on le trouve justement? Alors, le fructose, c'est on appelle ça un ose. Donc, voilà, souvent on appelle ça grossièrement des Un sucres sucre, ouais. simples ou voilà, c'est sucres simples, mais voilà, la nomenclature, on dit souvent ose. Mm, C'est qu'en gros, c'est la forme la plus simple de glucides. Donc, dans les glucides simples, on va avoir le glucose, le fructose et le galactose. Donc, c'est des molécules qu'en fait, enfin, au niveau de la structure, sont souvent similaires, mais ils vont avoir des modifications au niveau de leur chaîne. ouais, Donc, en soi, c'est les mêmes molécules, mais elles ont juste des petites modifications qui font qu'elles sont différentes. Et elles vont être du coup utilisées différemment par l'organisme. Le glucose, souvent, est très bien utilisé par les cellules, on va dire, cérébrales, neuronales, etc. Il est bien absorbé, etc. Et le fructose va avoir une métabolisation différente. Il va être métabolisé par le foie, etc. Donc, on lui porte souvent des mauvais effets mm, parce que il a comment dire, déjà son indice glycémique est assez bas en fait, ouais, comparé par exemple au glucose qui est à 100, qui a en fait le plus gros indice glycémique. Et le fructose, lui, on est aux alentours des 20, 23 après, tu vois. Donc on va se dire, ok, il stimule pas l'insuline, donc enfin, c'est à ce niveau-là qu'en fait on va dire qu'il est problématique. Et aussi parce que comment dire, dans des études, on voit une augmentation des triglycérides, etc. Ça, j'en reparlerai après sur pourquoi c'est sa mauvaise réputation. Mais de manière générale, voilà, c'est un sucre simple qui est très présent, en particulier dans les fruits ouais. et les légumes. Donc, il est souvent en association avec du glucose et du saccharose, mais on l'appelle pas déjà fructose. Bon, dans son nom, on pouvait Oui, déjà cru. comprendre que bah, c'est ça. C'était, c'est de base très présent dans les végétaux. Voilà. Après, si tu veux, je peux parler un peu du coup pourquoi on trouve qu'il est un peu. Enfin, c'est un glucose qui est. Enfin, c'est Il a un mauvaise sucre qui presse. est. Ouais, exactement, ouais. Ouais, bah, de toute façon, j'allais y venir, donc vas-y, tu peux te lancer. Voilà, super. Je t'ai devancé. Voilà. Alors, le fructose, il a un peu mauvaise réputation parce que, en fait, c'est un peu deux camps qui se sont opposés dans les années 70. Donc, on a une grosse épidémie de maladies cardiovasculaires. Bah, déjà, les maladies cardiovasculaires qui étaient la première cause de mortalité, maintenant c'est la Mm, deuxième en France, mais dans le monde c'est la première. Et en fait, dans les années 70, on a Ansel Keys qui a fait des études sur les graisses saturées et qui en gros montrait que c'était problématique. Il a fait des études écologiques sur plus de 7 pays, je crois.
et qui montrait qu'en gros, bah, là, les glaces saturées étaient problématiques. Et d'un autre côté, on avait un autre nutritionniste, donc britannique, Mhm. qui s'appelle John King, si je prononce bien son nom, bien sûr, et qui mettait en garde des sucres comme le fructose dans son livre Pure White and Deadly. Et en fait, voilà, il montrait que l'augmentation du fructose et des sucres augmentait les maladies cardiaques, le diabète, etc. Ok. Et en fait, c'est revenu vers dans les années 2004 à peu près. Donc, tu as un docteur qui est un chercheur dans l'obésité, qui s'appelle Dr. George Bray. Et en fait, il a fait une étude écologique un peu comme Ansel Keys et qui montrait une augmentation de l'obésité aux États-Unis pour les gens qui consommaient du fructose. Donc après, je peux expliquer vite fait ce que c'est une étude écologique, parce que bah, peut-être les gens ne savent pas forcément. Ouais, je pense pas. En fait, c'est une étude qui analyse des populations. Donc, en fait, on va analyser une moyenne sur un pays, donc une population, et on n'analyse pas forcément un groupe. C'est ça la différence, par exemple, comparé à des études de cohorte, c'est qu'on va analyser, par exemple, je sais pas, la France. Tu vois, c'est Oui. des études qui sont faites un peu, comment dire, qui analysent une plus grosse population, Ouais, quelque c'est à chose de grande très large, échelle, tu quoi. vois. C'est ça. Par exemple, on peut faire une étude écologique sur l'association entre le tabac et les cancers du poumon dans divers pays différents, tu vois. Et en fait, on va prendre les statistiques générales de chaque pays et pas forcément d'une population, enfin, une population précise, tu vois. Donc, en fait, on peut voir bien précisément là les erreurs qu'on pourrait faire en termes de biais. Mais c'est des études intéressantes qui se font souvent au départ pour voir s'il y a des associations qui se font, quoi. Ouais, c'est ça. Mais on ne peut pas forcément faire de corrélation très précise. Il y a pas mal de biais qui peuvent intervenir, donc on appelle le biais écologique, tu vois. Et voilà. Et en fait, en plus, même le docteur en lui-même l'avait bien précisé que en fait, son étude, elle n'était pas présentée comme une conclusion, mais qu'elle était génératrice d'hypothèses, tu vois. Donc en vrai, voilà. Mais à partir de cette étude-là, en fait, comment dire, en 2009, tu as un docteur, un pédiatre, donc Ok. déjà pas diététicien, mais qui s'appelle Docteur Lustig, peut-être tu as déjà entendu parler. Ouais, ça me dit un truc de nom. Voilà, Robert Lustig a fait une vidéo et des études, etc., qui montraient que bah, le fructose était problématique, voilà, parce que sur les souris, il y avait une augmentation des triglycérides, enfin, du foie gras, etc., sur des souris. Après, tu as tous les médias qui ont colporté l'info, parce qu'en plus, il a fait une vidéo YouTube qui a des millions de vues et tout, Ouais. et en fait, ce genre d'informations étaient relayées par des médias d'information, donc un peu comme d'habitude, les médias vont pas forcément faire des recherches et ils vont te dire que bah, le fructose est toxique et ils vont pas forcément aller plus loin. Enfin, c'est souvent ça le problème. Ouais. Et en plus de ça, tu avais des chercheurs qui disaient que ben non, le fructose n'était pas forcément problématique. Et à côté de ça, en fait, ils n'avaient pas forcément dit leur lien avec des rédactions, comment dire, et des entreprises qui faisaient comment dire, qui étaient dans l'industrie sucrière, tu vois. Donc, à côté de ça, les gens, ils se sont dit, OK, il y a conflit d'intérêts, donc on va pas vous écouter. Voilà. Et donc, du coup, l'idée du fructose s'est bien implantée. Et en fait, de base, ça se base sur des choses qui sont assez logiques. En fait, dans le foie humain, on a 50% du fructose qui va être converti en glucose, Mhm. 25% en lactate et 15% en glycogène. Sauf qu'en fait, dans les souris, dans les rongeurs, disons qu'on a euh, environ 30% du fructose qui va être converti en triglycérides. Donc, c'est énorme, en fait. Genre, Oui. comparé à un humain, il n'y a pas forcément. Ça va pas vraiment se passer comme ça. Genre, la lipogénèse de nouveau, comme j'ai dit précédemment, elle va être chez l'homme très très mineure, Mhm. aux alentours des 1%, alors que chez la souris, c'est 30%, Ouais, tu vois. 30 Donc, fois plus, quoi. Ouais. voilà, c'est ça. Donc, après, il faut avoir vraiment ce détail-là, parce que si on porte les études sur souris sur les humains, ben, on va faire C'est des ça, on erreurs, tire quoi. trop vite des conclusions, quoi. Exactement. Donc en fait, voilà, le fructose, pourquoi il a si mauvaise presse. Et bon, après, bon, bah, t'as énormément d'influenceurs qui vont te dire de pas manger de fruits. Enfin, beaucoup Oui. de. Enfin voilà, c'est relayé par plein de gens. Et du coup, à côté de ça, il y a des gens qui. Même dans mon école, il y a des. Même dans les hôpitaux, à l'heure actuelle, à cause de toutes ces études qui sont sorties, on donne pas. On réduit, en fait, on restreint, par exemple pour les diabétiques, ou on restreint pour les personnes qui sont atteintes de dyslipidémie, donc qui ont des personnes qui ont trop de lipides Mhm. sanguins ou également des personnes qui ont des problèmes de NASH, donc trop de lipides dans le foie, en fait, on va leur dire de consommer moins de fruits, en fait. Mhm. Et
c'est assez problématique ça, parce que bah, les gens déjà ils ont du mal à consommer autant de fruits et légumes. Ouais, à savoir On aussi leur dit quoi non, manger, tu vois. c'est Et ça. si on leur Et on dit, leur mais dit, faut manger de ben, fruits, c'est ça, exactement. Bon, voilà, c'était en tout cas les choses qui faisaient que le fructose était assez mal vu. et, Voilà, et du coup, bah, pour rebondir, vu que tu as parlé du foie gras déjà, voilà. est-ce que le fructose peut-il vraiment, en lien avec le foie, si on fait, si on a vraiment une consommation, je sais pas, extrême ou quoi, poser un problème avec le foie, ou est-ce que c'est vraiment sans aucun danger, on va dire? Alors en fait, bah, là c'est intéressant ta question parce qu'en fait là je pourrais te donner, de toute façon j'ai fait pas mal de références pour la vidéo, mais enfin pour le podcast, mais disons qu'en fait là j'ai une méta-analyse qui regroupe en fait, je crois que c'est une des plus grosses méta-analyses qui explique tout en détail et qui a vraiment toutes les études randomisées, etc. Et en fait ça explique très précisément que en fait c'est à l'excès calorique que le fructose va poser problème. D'accord. Souvent, en fait, il y a même des essais qui ont montré que, pour les personnes saines, bien sûr, que Hmm. consommer des fois à des doses extrêmes de fructose avec équilibre calorique ne faisait pas une augmentation des lipides sanguins, enfin, des triglycérides, en fait, tu vois, Ok. même dans le foie. Genre, des gens, au moment qui consommaient, je crois, 500 grammes de fructose, donc c'est équivalent de, je sais pas, 200 grammes de miel, enfin, je sais plus, les doses, Ouais, c'est enfin, beaucoup, c'était ouais. assez énorme, c'était assez important. Et en fait, à l'équilibre calorique, il n'y avait aucune augmentation du foie gras, aucune augmentation. Enfin, c'est souvent, en fait, c'est ça. C'est si tu vas dans une suralimentation, Hmm. c'est pareil pour le sucre blanc, c'est pareil pour le fructose. On va avoir une augmentation des triglycérides, on va avoir une augmentation peut-être des problèmes associés, en fait. Ouais, Mais à l'équilibre calorique, il n'y a pas forcément de problème, tu vois. d'accord. C'est souvent ça la nuance. Ouais, donc en fait, au final, ce qu'il faut se dire, c'est que tant qu'on n'est pas dans un comportement abusif, qui, on va dire, n'est pas normal, il n'y a C'est ça. pas de quoi s'inquiéter avec le fructose. Et puis, bah, surtout que là, quand tu me dis les quantités de fructose, c'est des quantités, on va dire, que dans la vie courante, comme ça, tu manges pas, tu vois. Enfin, tu manges pas Non. autant de fructose, donc faut toujours garder Et ça en tête. ouais, clairement. Et j'avais vu pas mal d'études aussi qui sortaient, ben, en fait, ce qui montrait que même des fois où il y avait un peu de suralimentation, en fait, si tu consommais des fruits en suralimentation, même des fois, la suralimentation de fruits posait pas forcément un problème excessif. Genre, disons que tu n'avais pas d'effet forcément néfaste Ouais, quand c'était des fruits ou des fruits et des légumes. Quand c'était des fruits et des légumes en suralimentation, comparé par exemple à je sais pas, des trucs transformés, etc. Donc, oui, après, là, je dis pas aux gens de consommer 20 kilos de fruits par jour, mais voilà, c'est pour montrer qu'en fait, même des fois, consommer un peu plus de fruits et légumes, c'est pas forcément problématique comparé à d'autres aliments, en fait. Mais disons que dans l'ensemble, si tu consommes modérément les choses, tu consommes pas forcément à l'excès calorique, tu n'auras pas forcément de problème avec le fructose, quoi. ouais, non, mais c'est ça. Enfin, faut toujours voir une histoire d'équilibre. Et puis, enfin, de toute façon, c'est Mhm. ça la nutrition, hein, c'est un peu souvent ça la conclusion. Mais Ouais, c'est ça. faut juste rester, on va dire, logique dans sa façon de faire et pas aller dans quelque chose d'extrême, quoi. Exact. Et justement, là, on va un petit peu relier avec le sport. Est-ce que selon toi, Ouais. quand on est sportif, est-ce que la consommation de fructose peut poser dans certaines situations des problèmes ou pas? Ok, donc c'est intéressant. En fait, ça peut plus ou moins poser des problèmes, ça va dépendre aussi des gens, de manière générale. Hmm. Bah déjà, le fructose en lui-même, en fait, est un FODMAP. Donc Ouais. voilà, pour les gens qui ne savent pas forcément, le FODMAP, c'est des aliments fermentescibles, en fait. Hmm. Donc on va avoir, donc ça c'est ouais, fermentescides monosaccharides. En fait, il va poser problème, entre guillemets, pour des personnes déjà qui sont atteintes du syndrome de l'intestin irritable. Ouais. Donc déjà, les FODMAP en eux-mêmes sont souvent réduits. On fait souvent un régime pauvre en FODMAP. Et souvent, après, les problèmes liés à enfin, à ces FODMAP-là sont en tout cas diminués. Hmm. Donc on va avoir des problèmes intestinaux, etc. Et en fait, si tu réduis en tout cas tout ce qui va être FODMAP, ben, tu vas avoir une réduction des risques, enfin des risques des problèmes intestinaux. Ouais. Après, le truc, c'est que le fructose, c'est assez intéressant parce qu'on peut avoir, il y a des personnes en fait qui vont avoir des déficits en fait en transporteur du fructose, Ok. ce qui fait qu'on peut avoir une intolérance et une malabsorption. Mais après, c'est assez rare, c'est des maladies un peu héréditaires. Mais de manière générale, le fructose, des fois, est mal absorbé en fait. Et j'avais vu ça aussi sur un post de Nouchka en fait, on l'a vu aussi en cours. Mais en gros, le fructose dans l'intestin, il est
absorber d'une façon, comment dire, tu as une certaine quantité que tu peux absorber par heure, tu vois, Mm. comparé au glucose par exemple. Donc, je prends un exemple sur une heure, par exemple, tu vas avoir 60 ou voire 90 grammes de glucose qui peut être absorbé au niveau des transporteurs, alors que le glucose, ça va être environ 20 à 30, tu vois. Ouais, Mais en fait, si tu consommes trop de fructose sur une heure, tu vas avoir une sursaturation des récepteurs et en fait, tu peux avoir des problèmes au niveau de problèmes intestinaux et tout. C'est souvent pour ça qu'en fait, les coureurs d'endurance, ils vont faire des mélanges en fait où ils vont ajouter plusieurs sucres, donc oui, fructose, maltodextrine, glucose, pour pouvoir avoir une meilleure oxydation, une meilleure utilisation des sucres en fait durant l'effort. Ce qui fait que bah, ils auront plus de sucres qui vont être utilisés. Mais par exemple, tu vois, ils vont faire des rapports. Tu vois, ils vont pas pouvoir mettre trop de fructose parce que bah, il y aura trop d'utilisation. Enfin, ouais, c'est le le transporteur, ça. transporteur, Mm. le GLUT5 en fait, va être trop utilisé, donc souvent au niveau de l'entérocyte. Il va être sursaturé et on pourra, enfin, il y aura pas plus de fructose qui va sortir, tu vois. Donc, en fait, si tu surcharges, si tu consommes trop de fructose durant un effort, par exemple, tu peux avoir des problèmes intestinaux à ce niveau-là. Après, voilà, j'ai pas trouvé trop d'études à ce niveau-là, mais je me rappelle d'un poste de Nouchka donc, qui en parlera. Donc, si elle confirme, ça serait pour être intéressant. Mais disons que voilà, niveau théorique, ça me paraît intéressant d'en parler. Ouais, et Et puis aussi le niveau fait. transporteur, tu vois, au final, c'est assez logique parce que le fructose, c'est un Mhm, transport actif et il est saturable, tu vois. Oui, ça c'est se dit, ça. je crois, saturable. Et par contre, le glucose, tu vois, lui, il fonctionne différemment. Donc, c'est important de switcher un peu entre Mhm, les chaque. Et c'est c'est vrai ça. que ça a du sens. C'est ça. En fait, le glucose, lui, il lui faut il est sodium dépendant. Donc, Ouais. Mm. c'est intéressant à ce niveau-là. Bah, c'est pour ça souvent que les gens mettent du sodium aussi Oui, dans leur boisson de l'effort. Bah, parce que, bon, aussi du fait que ça soit isotonique, etc. Euh, c'est aussi parce que tu as une meilleure absorption du glucose, parce que les transporteurs du glucose sont sodium dépendants. Voilà, voilà. Donc voilà, le fructose peut être intéressant, comme je l'ai dit, hein, parce on peut coupler, du coup, faire des rapports avec on peut ajouter du fructose pour pouvoir améliorer en fait l'oxydation du glucose. Mais si on fait pas attention ou qu'on a des problèmes au niveau de l'intestin irritable, ça peut être Mm. problématique. Il faut vraiment voir, en fait, si par exemple il y a des sportifs qui nous écoutent, il faut vraiment tester. Ouais, c'est ça. Jamais, par exemple, Jamais le jamais jour J. consommer. C'est ça, jamais le jour J. Il y a des gens, par exemple, qui vont consommer une banane durant l'effort, ça va rien leur faire, tu vois, alors qu'il y en a, Ouais, c'est ça. enfin, enfin, ils vont avoir super mal au ventre. Enfin, faut vraiment tester et voir ce qui marche sur vous parce que la science nous dit des choses, des directives à suivre, mais après, il faut vraiment tester sur soi-même, quoi. C'est ça. De toute façon, le plus important, c'est vraiment de tester les aliments eux-mêmes, comment on les Mm. tolère. Et ce qui est très important aussi, c'est le timing. C'est-à-dire que Mm. manger une banane, il y en a 30 minutes avant, tranquille. Par contre, il y en a, il faut qu'il la mange genre 1 heure avant, tu vois. Donc ça, Ouais, voilà, ça va être vraiment de la tolérance personnelle. Il y c'est en a ça. qui vont mal digérer, et voilà, faut vraiment tester C'est pour ça, voir ce qui marche sur soi, quoi. totalement. Mm. Et maintenant qu'on a pas mal parlé du fructose, on va juste revenir un peu sur l'insuline. Et la dernière question que je voulais te poser, c'est est-ce que entre fructose et insuline, il y a un lien spécifique ou pas dont tu voudrais nous parler? Un lien spécifique. En fait, en gros, le fructose, comme j'ai dit précédemment, il a, comment dire, au niveau de l'insuline, c'est assez spécial parce qu'en fait, comment dire, il ne stimule pas beaucoup l'insuline Hmm. parce que bah, il a un indice glycémique assez bas, comme j'ai dit précédemment. Mais Ouais, en fait, tu as des hypothèses qui te disent qu'en gros, oui, le fructose ne stimule pas l'insuline, mais du coup, bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu stimules l'insuline, tu vas stimuler aussi d'autres hormones, donc l'hormone de la satiété qui est la leptine. hmm. Mais du coup, le fructose, comme il ne la stimule pas, l'insuline, il stimule très peu aussi la leptine. Donc, il ne supprime pas cette envie de faim, etc., de satiété. Et également, il ne supprimerait pas la ghrelin, qui est en fait l'hormone antagoniste à la La fin, leptine, ouais. qui est en fait l'hormone de la faim, voilà. Et en fait, bon, en gros, pour faire clair, le fructose entraînerait une altération globale de la signalisation de la satiété. En gros, il stimulerait pas trop la leptine, pas trop la ghrelin. Enfin bref, c'est assez bizarre. Ok. Et en gros, tu pourrais manger. Souvent, on te dit, voilà, le fructose, il pose problème parce que bah, tu manges un peu tout ce que tu veux et t'as pas de sensation de faim, de satiété, etc. Donc, bon. Le fait qu'il ait un IG bas aussi, ça pose. Enfin, c'est pas vraiment problématique à ce niveau-là, mais il y a pas mal de débats autour de ça. Ok. Le fructose aussi, en fait, dans sa dégradation, il comment dire, avoir certains réactifs comme le glycéraldéhyde, tu vois. Donc quand il va être dégradé,
il va se transformer en certaines molécules qui va être le glycéraldéhyde. Et en Mm. fait, ce glycéraldéhyde formerait, enfin, formerait pas mal de glycations. Donc la glycation, je rappelle, c'est tout ce qui va être les... comme un peu la réaction de Maillard, tu vois. Donc, tu as... C'est une réaction en fait entre les protéines, donc les groupements amines, et un sucre. Donc je sais Mm. pas, tu fais cuire un steak, le fait que tu aies une caramélisation, c'est parce que tu as une réaction entre les protéines de ta viande et les sucres. Ouais. Eh ben, c'est pareil, par exemple, quand on parle d'hémoglobine glyquée, c'est qu'en fait, bah, c'est la réaction entre les protéines de l'hémoglobine et le sucre, donc le glucose. Et l'hémoglobine glyquée, on le sait, c'est quand même un indicateur assez pertinent, très pertinent même dans le diabète. Et souvent, quand tu as beaucoup de glycation, c'est problématique, tu vois. Et en fait, on dit oui, du coup, le glycéraldéhyde, il produirait beaucoup de produits de la glycation. Du coup, c'est problématique pour le diabète, etc. Bon, ben après, les essais récents n'ont pas forcément de problème à ce niveau-là. Ils disent que ben, voilà, les gens qui consomment des fruits, etc., c'est protecteur. Les fruits et légumes montrent un effet protecteur en fait Mm. sur le diabète. Donc, c'est pas forcément étayé par des preuves. Après, comme j'ai dit, si tu es en surplus énergétique, tu consommes par exemple pas des produits industriels qui contiennent beaucoup de fructose. Ouais. On parle souvent des boissons, par exemple des boissons, des sodas, etc. Mm. Les sodas, c'est particulier parce qu'en fait, comment dire, c'est des produits qui vont augmenter facilement on va arriver facilement à un surplus calorique. Il n'y aura pas forcément une très grosse sensation de satiété, tu vois. Oui. Oui, c'est sûr. Et du coup, voilà, on peut facilement atteindre un surplus calorique, donc potentiellement l'obésité, le diabète, etc. Donc, c'est vrai que c'est un peu un truc à part, les sodas. Mais pour faire clair, en fait, le fructose, voilà, il n'y a pas de problème au niveau du diabète, comme on l'a dit précédemment. Et au niveau de l'insuline, bah, comme j'ai dit, il n'y a pas forcément de lien spécifique, hein, Ouais. il ne stimule pas forcément l'insuline. Donc, tout ce qui est au niveau des hormones de satiété, voilà, ça va dépendre, hein. Si tu consommes des fois des produits qui sont extrêmement industrialisés, ok, il n'y aura pas beaucoup de fibres. Donc, logiquement, c'est vrai que tu vas pas avoir une sensation de satiété très importante. Par exemple, bah, on va parler des sodas. Mm. Pas beaucoup de sensation de satiété, mais tu compares ça à des fruits, bien sûr. Tu as les fibres qui vont te permettre, C'est ça. tu vois. Donc, ça va vraiment dépendre aussi du produit qu'on parle, des critères d'évaluation qu'on parle également. Donc, voilà. Quand je parle aussi de fructose et quand tu parles de fructose et d'insuline, en fait, ce qui est intéressant, c'est que voilà, comme on n'a pas forcément parlé, mais en fait, dans les fruits, on a des fibres. Et les fibres en eux-mêmes vont limiter l'absorption du glucose. Donc, tu vas avoir une glycémie qui va plutôt être stable. Mm. Ça va diminuer ta vidange gastrique et tu vas avoir en fait comment on appelle ça, une amélioration en fait des marqueurs glycémiques grâce aux fibres en fait, tout simplement. L'insuline va être réduite. Enfin, tu vas avoir une meilleure utilisation du glucose en consommant des fruits. Donc, C'est ça. euh, c'est intéressant, tu vois. Ça va dépendre aussi voilà, de ce qu'on parle. Et ben écoute, t'as très bien répondu à la question. C'est bien, t'as ajouté les nuances et tout qu'il faut, donc c'est cool. De toute façon, ce qu'il faut se dire, encore une fois, c'est faut voir vraiment la chose dans l'ensemble. C'est-à-dire que quand on parle de fructose, déjà, Alors, faut voir, on parle de quel aliment, tu vois. Donc, exact. ça serait que c'est important. Et puis, bah, du coup, je sais pas si t'avais des dernières remarques ou pas à faire. Ouais, bah écoute, je pense qu'il faut retenir de tout ce qu'on vient de dire, c'est qu'il ne faut pas forcément se focaliser et être trop, comment dire, en fait, dans tout ce qui va être mécanisme, en fait. Souvent, en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'en nutrition, on a énormément de mécanismes qui expliquent des choses, même dans nos cours en Mm. nutrition, il y a beaucoup de Ouais, biochimie, etc., qui expliquent les phénomènes, et c'est très important parce que ben, on n'aurait pas ces explications. Des fois, elles sont vraies, des fois, elles sont pas forcément vérifiables en fait sur l'humain, comme on l'a vu tout à l'heure avec les souris. Ça n'augmente pas forcément les triglycérides à l'équilibre calorique, alors que ben, souvent dans les études animales, ça les augmente énormément. Donc il faut faire vraiment attention avec ça. Je pense aussi se référer aux meilleures preuves disponibles, donc tout ce qui va être essai randomisé, ouais. les études de cohorte, faire attention aux études qui sont très riches en biais, comme les études écologiques. Voilà, je pense avoir tout dit. Ouais, non, mais enfin, c'est ça. Enfin, un petit peu ta conclusion, c'est
avoir... en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut avoir vraiment l'ensemble en visuel. Parce qu'en Ça. nutrition, tu vois, enfin comme tu dis, nous en cours, bah, moi c'est pareil, mais en cours on apprend vraiment les choses très théoriques, biochimie et tout. Et en fait, il faut comprendre que tout ce qu'on apprend, c'est oui, certes, ça se passe comme ça dans la théorie pure, mais en fait, dans le côté pratique, avec, Mm. on va dire, tous les facteurs environnementaux, même par exemple, quand on mange des aliments, il y a plein d'autres molécules qui agissent aussi en même temps. En fait, Mm. les choses se passent jamais réellement comme ça, tu vois. Et du coup, C'est ça. il faut vraiment comprendre cet aspect-là, parce que ça concerne, on va dire, toute la nutrition en tant que telle. Donc, c'est une bonne conclusion. Exact. Mais si je peux finir sur un truc, c'est Ouais, que je pense que le plus intéressant, c'est de voir en fait que toutes les preuves vont vers le même sens. C'est-à-dire que si tu as des études biochimiques qui montrent quelque chose, si tu as des études sur animaux qui montrent quelque chose, si tu as des études d'observation de faible qualité jusqu'aux meilleures qualités, si les essais randomisés montrent la même chose, si en fait tu as un corpus de preuves qui montre exactement la même chose, tout va dans le même sens. Là, il faut se dire, OK, il y a un consensus qui c'est peut être ça. intéressant. Et en fait, si tu vois par exemple que les études animales montrent quelque chose, mais que sur les humains, c'est différent, faut peut-être se poser des questions, voir les études les plus récentes, les plus contrôlées, et voir en fait si ça se tient de manière générale, tu vois. C'est ça, c'est ça. Jamais tirer trop vite les conclusions et toujours voir L'ensemble des l'ensemble. preuves. Tout, tout à fait, tout à fait. Eh ben écoute, Voilà, merci Axel d'avoir répondu aux différentes questions en tout cas. C'était un plaisir. avec plaisir. Et Plaisir puis, partagé. ouais, bah nickel. Et puis, je mettrai du coup dans la description du podcast, je mettrai tes réseaux, donc je mettrai ton Instagram. Je sais pas si tu veux que je mette peut-être ta chaîne YouTube, non? Ouais, si tu veux, j'ai une vidéo. Ouais. En vrai, il n'y a qu'une vidéo sur l'aspartame, mais si ça peut être intéressant, pourquoi pas. Oui, bah oui, je pense que ça peut en intéresser certains, donc je mettrai aussi ça comme lien. Et puis, bah du coup, si des personnes ont des questions, n'hésitez surtout pas à aller directement demander à Axel sur Instagram, par exemple. Je pense Hmm, qu'il dira pas non pour répondre aux questions. Donc, exactement. n'hésitez pas. Et puis, bah sinon, encore merci. Et puis, on se dit à la prochaine. Yes. Bah, bonne journée à toi. Ouais, bah toi aussi. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Ciao. Ciao.